Bienvenue au webinaire du comité blé dur de la région Centre-Île-de-France. Pour rappel, le comité technique l'année dernière a produit un guide qui est le guide du blé dur en région Centre-Île-de-France, qui reprend un peu les fondamentaux de la culture du blé dur, donc qui a été fait avec tous les membres du comité, donc toutes les parties prenantes du blé dur en région Centre. Donc n'hésitez pas à le consulter, il est disponible gratuitement sur le web, donc n'hésitez pas. Bonjour à toutes et tous. Alors, je pense que vous avez tous reconnu Mathilde Lejar, quand même, qui ne s'est pas présentée, mais voilà, enfin, tu es le local de l'étape. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je vais commencer par vous souhaiter une bonne année parce qu'on est toujours au mois de janvier. Et puis, bonne santé, je pense que ça n'est pas superflu par les temps qui courent. Voilà. Donc, vous avez remarqué que nous avancerons masqués puisque nous sommes quelques-uns autour de la table. Maxence, Julien, Vincent qui était avec moi et avec les équipes d'Arvalis aussi. Bon, réunion technique blé dur, vous avez l'habitude traditionnelle tous les 2 ans. D'habitude, on est sur Châteaudun, on se voit, on se parle. Là, même principe, ça doit rester une réunion avant tout interactive et vous avez les moyens de vous exprimer et de poser les questions. Réunion qui est importante, notamment par les temps qui courent. Le blé dur est quand même une espèce fondamentale au sein de nos assolements, historiquement bien calés. Nous avons un savoir-faire au sein de cette région centre, donc c'est d'autant plus important et c'est d'autant plus important de conserver ce potentiel qui forcément interroge compte tenu du contexte. Alors, on va parler du contexte réglementaire, évidemment, mais le changement climatique pose question aussi au sein de nos exploitations. Voilà, tous ces sujets sont des sujets qui doivent nous interroger et qui ont interrogé la filière entière, la filière blé dur. Et quand je parle de la filière, je parle bien évidemment de l'amont de l'aval, donc toute la partie génétique, évolution des variétés, la partie production, mais la partie stockage aussi, bien sûr, et puis toute la partie transformation, que ce soit la pasterie ou la semoulerie. Voilà. Et nous avons, ces derniers temps, énormément travaillé sur le sujet. Lors du 1er février prochain, lors de la journée qui aura lieu au niveau national, qui va réunir l'ensemble des membres de cette filière, un certain nombre de travaux vont être annoncés pour que l'on puisse s'emparer des différents sujets qui nous interpellent et voir ensemble comment nous pourrons progresser et faire en sorte que cette culture reste attractive avec un minimum de risques à prendre, évidemment. Donc tout ça sera mis en exergue tout au courant de l'année 2022 pour que dès les semis prochains, alors en fonction des maillons de la filière, évidemment, le pas de temps n'est pas le même, mais dès 2022, dès les semis 2022, nous ayons quelques perspectives engageantes et rassurantes pour que nous, producteurs, soyons en capacité de prévoir les assolements de façon sereine. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Peut-être que je ne me suis pas présenté parce que j'avance masqué aussi. Donc je suis Frédéric Gon, je suis producteur de blé dur dans la région de Beaugency et à ce titre président du comité technique région centre Arvalis et sur le blé dur. Et puis en même temps président du comité de pilotage de la filière au niveau national. Voilà. Nous avons souhaité cet après-midi mettre à l'ordre du jour un point sur les marchés. C'est Vincent Graffin qui nous fera cette petite approche. C'est toujours important de savoir un petit peu dans quelle position on est. Et puis, Vincent, tu nous donneras quelques perspectives peut-être, voilà, puisqu'on voit se poindre un certain nombre d'éléments. Puis ensuite, nous rentrerons un petit peu on regardera un petit peu dans le rétroviseur. Et c'est Julien Degas qui va nous faire un petit focus sur ce qui s'est passé au sein de cette dernière année, de cette récolte 2021, qui, une fois de plus, les années se suivant ne se ressemblant pas à des critères particuliers. Et on regardera un petit peu ce que ça a pu donner, notamment au niveau de la transformation, et de voir comment nos pastiers et semouliers, notamment, se sont accommodés de toutes ces fluctuations.
Quand on parle évidemment de qualité des blés durs, bien sûr, on pense tout de suite à la protection des épis. L'aspect fusariose, mycotoxines, etc. est un sujet préoccupant. Et c'est toi, Maxence Legendre, qui va nous faire un petit topo sur le sujet, en amenant quelques nouvelles rassurantes, j'espère. Voilà, essayer de nous border le truc. Et puis, l'autre levier, qui est bien sûr un élément important, c'est toute la partie génétique et progrès variétaux, qui sont des éléments primordiaux pour les attentes de demain, notamment. Et c'est Jérôme Van Swick de Florimond-Després qui nous fera cette présentation. Et puis nous terminerons avec l'intervention de Clément Julien, qui nous parlera de nouveautés, et on verra si sur ce marché des variétés, un certain nombre de nouveautés arrivent pour nous permettre justement de prévoir l'avenir avec sérénité. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Une fois de plus, n'hésitez pas à intervenir, nous reprendrons les questions et nous prendrons des petits temps après chaque intervention pour que l'on puisse répondre à ces différentes questions. Allez, Vincent, à ton tour. Les marchés, un petit coup d'œil dans le rétroviseur, mais on regarde aussi dans le pare-brise. Bonjour, bonjour à tous. Pardon, bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas. Allez, je me présente quand même un petit peu parce que c'est une première pour moi. Donc, Vincent Graffin, Axéréal, depuis plusieurs années. J'ai la direction des marchés, des filières, de la collecte et donc la relation avec nos clients industriels. Donc, clients, bien sûr, de la première transformation des céréales et des oléoprotéagineux. Voilà, et donc je suis ravi d'être avec vous cet après-midi. Et donc je vous remercie de votre invitation. On va regarder, donc l'objectif c'est de regarder les marchés. Hein, non pas, il faut toujours passer un petit peu de temps dans le rétroviseur hein, pour analyser ce qui s'est passé et essayer de se forger, comme disait Frédéric, une opinion sur des perspectives. Donc voilà, c'est pour vous synthétiser un petit peu le schéma de ma présentation. Et donc, je vais commencer par, en termes de données macro, de regarder la disponibilité mondiale hein, cette année pour le blé dur. Disponibilité très réduite. Voilà, la disponibilité, hein, c'est le fruit d'abord d'un stock initial en début de campagne, en début d'exercice, et puis bien sûr l'agrégation des récoltes chez tous les pays producteurs et surtout les principaux producteurs. Et donc on a vu évidemment une disponibilité, déjà un stock de début de campagne qui était déjà assez faible. On rentrera dans les détails des chiffres un peu plus tard, mais voilà, un stock initial qui était déjà assez faible. Donc, on n'avait déjà pas beaucoup de marge de manœuvre. Et puis, des productions chez les principaux producteurs qui ont été touchés par des conditions climatiques extrêmement adverses. Essentiellement au Canada, évidemment, le principal producteur. Donc, il y a le Canada qui a souffert de conditions de sécheresse, de canicule, de dômes de chaleur dantesques. Donc avec une production qui a considérablement diminué par rapport à une année normale. Les autres pays ont été également touchés. Hein, l'Union européenne n'a pas fait une grosse production non plus, et puis les autres pays dans la même... Donc tous les pays globalement ont une production qui a été affectée par des conditions climatiques. Et donc la production mondiale est tombée sous les 35 millions de tonnes, proche des 30 millions de tonnes, et donc bien en dessous des besoins des industriels de la semoulerie. Du coup, vous voyez la conséquence assez forte sur les prix de cette contraction de l'offre, et puis dans un premier temps la demande qui elle ne se contracte pas, hein, parce qu'il faut quand même du temps pour que le marché, que les industriels, que les consommateurs que nous sommes tous finalement ajustent ou pas notre consommation.
Donc ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'inertie. Et donc, comme on avait comme je vous disais, comme on a une production qui était inférieure à la demande historique des saumouliers, on a eu une flambée littérale des prix, hein, puisque vous voyez que le marché, il a navigué pendant presque 2 campagnes entre 250 et 300 € tonne. Et puis, il est monté au début de l'été jusqu'à 500 € de la tonne. Et là, il est entre 450 et 500 € tonne, suivant. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail des problématiques de qualité tout de suite, mais voilà, garder cette idée que le marché, il est pour les clients à destination, il est entre 450 et 500 € en ce moment. Donc pourquoi est-ce qu'on est arrivé à ces niveaux de prix? Parce que il fallait rationner la demande. Encore une fois, pas assez de blé dur pour alimenter toutes les chaînes de production. Et donc il faut couper cette demande parce qu'il y a forcément, il faut entre guillemets dissuader des consommateurs d'utiliser du blé dur ou modifier certaines pratiques. Et donc ce rationnement de la demande, au niveau mondial, hein, bien sûr, se fait uniquement par les prix. Donc, il faut que le prix fasse sortir des clients, des consommateurs. Il y a une autre conséquence, hein, c'est que certains pays ont, donc là je vous ai cité les États-Unis, la Turquie ou l'Afrique subsaharienne, utilisent du blé tendre, ou ont des quotas d'utilisation de blé tendre à la place du blé dur. Et donc, ces quotas ont disparu. C'est le premier pays qui a fait ça, c'est la Turquie. Donc, en fait, ils acceptaient d'avoir des proportions de blé tendre pour la production de pâtes plus importantes. Et donc, voilà tous ces phénomènes de rationnement. Donc, puisque à la fin, vous le savez bien, c'est toujours pareil dans nos activités, hein, les bilans vont être équilibrés, hein, c'est que les usines vont continuer à tourner. L'autre conséquence, hein, c'est que, bon, même si globalement cette année, toutes les céréales ont profité de différentes situations, soit de production, soit de demande, soit des écarts de production chez certains pays, ou en ce moment des problématiques géopolitiques. Donc toutes les céréales ont profité cette année d'une grosse embellie des prix. Pour autant, donc c'est pour ça, c'est le graphique à droite, hein, je vous le mets parce que c'est très intéressant pour la partie production, hein, c'est l'écart de prix entre du blé dur et du blé tendre. Et là aussi, malgré la hausse sur du blé tendre, vous voyez que le blé dur a surperformé. Donc ça matérialise vraiment cet écart entre l'offre et la demande. N'hésitez pas, hein, si vous avez, je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je déroule et puis je déroule. Donc vous voyez, on rentre un petit peu plus dans les chiffres. Donc vous voyez, je vous parlais de ce stock, hein, on était sous les 10 millions de tonnes. Donc ça, vous voyez, c'est dans le tableau, le bilan mondial 2020-2021. Nous étions avec un stock de début à 9,8 millions de tonnes, donc historiquement un stock assez bas. Voilà, donc c'est quand ça fait partie de la construction de l'offre. Et donc la production a aujourd'hui estimé à 30,4 millions de tonnes. Hein. Bon, les échanges, vous voyez que les échanges sont en très nette diminution. Donc ça, c'est ce fameux rationnement de la demande, hein, dont je vous ai parlé. Donc vous voyez l'impact à ce niveau-là. Et puis une petite baisse de la demande mondiale. Et donc on va finir avec un stock qu'on n'a jamais vu aussi bas à 7,5 millions de tonnes. Donc ça, c'est la projection de stock au 30 juin 2022. Donc vous voyez sur le graphique à droite, voilà l'évolution de ce stock, hein, qui ne cesse de diminuer depuis 2018-2019. Donc ça, c'est inquiétant. Alors c'est inquiétant parce que pour le coup là, nous n'avons plus du tout de place pour un problème de production, hein. Donc là, il faut vraiment que la production soit au rendez-vous pour maintenir cette filière, hein. Sinon on risque d'avoir vraiment des problématiques d'approvisionnement sur certaines usines. Donc voilà, c'est important.
évidemment, vous voyez la conséquence depuis 2018, hein, c'est que les prix quand même depuis 2018 sur le blé dur avaient quand même tendance à rester fermes. Mais on part avec un stock, on va partir sur un stock quand même très bas. Donc même avec une production qui reviendra à la normale, ce sera, voilà, le bilan sera encore relativement tendu. Je ne vais pas reparler parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de la problématique de qualité. Vous voyez, hein, en tous les cas en France, vous voyez la production de l'année dernière. Donc on a fini avec un peu plus d'1 500 000 tonnes de production de blé dur. Donc évidemment c'est mieux qu'en 2020, mais voilà, c'est quand même, on ne retrouve pas les niveaux historiques, hein, autour des 2 millions de tonnes. Donc ça c'est important de le signaler. La projection pour l'année prochaine, voilà, c'est on va revenir juste sur la moyenne des 7 ans, si évidemment les rendements sont conformes à nos attentes. Voilà, donc ça reste des productions qui sont assez faibles, et donc peu de place finalement pour l'exportation. Quand je dis ça, je parle du grand export, hein, vers les pays tiers, vers les zones Maghreb ou l'Afrique subsaharienne. Voilà, cette collecte, elle permet d'alimenter les industriels français. Les industriels que je considère quand même domestiques, moi, c'est vraiment sur la zone Europe. Et puis, une fois qu'on a fait ça, quasiment aucun bateau cette année va charger vers des destinations très éloignées. Donc, voilà, quand je vous dis que on peut se permettre d'avoir des meilleures productions, c'est vraiment la réalité du marché. Et donc, vous voyez, en tous les cas, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, encore une fois, mais la problématique de qualité sur la région centre, elle a été identique sur 2 autres grosses zones de production en France, hein, comme la façade atlantique ou le sud-ouest. Il n'y a qu'une seule zone française qui a résisté, hein, c'est le sud-est, mais avec des quantités qui sont quand même relativement faibles, hein. Je ne dis pas anecdotique, mais voilà, c'est pas la principale zone de production du blé dur en France. Bon, mais c'est vrai que malgré aujourd'hui, faut pas se cacher, on était plutôt inquiet, hein, en début d'exercice, en début de campagne avec la qualité. Voilà, à se demander comment allaient réagir les clients. Ils se sont plutôt très bien adaptés. Mais voilà, la campagne n'est pas finie, la campagne d'exécution et de commercialisation n'est pas finie. Et écoutez, il y a quand même des lots qui ne pourront pas accéder au marché de la semoulerie, c'est certain, avec des trop grosses dégradations qualitatives. J'imagine que ce sujet sera repris tout à l'heure. Voilà, donc la projection en termes de production, vous voyez, voilà, si on fait aujourd'hui, on regarde les assolements, donc des surfaces qui sont en hausse, évidemment, grâce à l'attractivité en termes de prix, de rémunération et de marge hectare. Donc on revient à des hausses de surface importantes au niveau mondial, 2,6%. Donc une production qui est prévue à plus 5 millions de tonnes, donc au plus haut depuis 2018. Voilà, vraiment, il faut vraiment l'espérer. Les échanges vont revenir évidemment à un niveau normatif à 7,6 millions de tonnes. Et puis, vous voyez le stock fin, même avec une grosse récolte, on ne va pas réussir à reconstituer les stocks. Donc, on a quand même voilà, on va avoir quand même une situation de bilan pour la R22 au niveau mondial qui va rester tendue toute l'année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde ce qui se passe chez les principaux producteurs. Alors, au niveau européen, français, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire ce qui se passe dans les champs, mais de ma vision, c'est plutôt bien ce qui se passe. On n'a pas eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Par contre, on est sur des situations très sèches au Maroc et aux États-Unis. Voilà, le Maroc, vraiment, c'est assez inquiétant, hein.
Mais bon, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir des pluies juste avant les récoltes? On va suivre ça. Aux États-Unis, c'est également très sec. Voilà, et puis aux États-Unis, au Canada, les semis n'ont pas commencé, donc il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que l'humidité du sol est quand même meilleure que l'année dernière à la même époque. Donc vous voyez l'évolution des stocks chez les principaux exportateurs qui se reconstituent, mais voilà, qui vont rester faibles au regard d'un historique. Du coup, en termes de j'ai pas prévu d'éléments en termes de perspective de prix. Voilà, on démarre, en tous les cas, ce que je peux dire, c'est qu'on démarre l'année, la campagne, puisqu'il y a le prix qui commence à se construire sur la récolte 2022. Donc, il y a donc ces prix se construisent plutôt par de la demande, donc des industriels qui veulent sécuriser des approvisionnements, sécuriser des prix parce que, on en parlait un petit peu avant la réunion, parce que les négociations de prix sont en train de se faire avec la grande distribution, et ces négociations de prix, elles vont aller jusqu'au mois de décembre. Les prix qui vont être négociés vont aller jusqu'au mois de décembre, donc il y a une nécessité d'encadrer les prix chez les industriels sur le début de la campagne. Donc voilà, donc il y a la construction de prix qui commence à se matérialiser et qui est évidemment sur des niveaux plus importants qu'il y a 2 ans. Et puis en face de ça, par contre, on a plutôt des agriculteurs, des producteurs qui sont un petit peu en retrait par rapport à cette demande. Parce que voilà, quand je vous dis que le prix il est au-dessus des historiques, par contre, il est nettement inférieur à cette année. Mais voilà, en tous les cas, c'est ce qui paraît normal. Hein, les acheteurs ne vont pas se positionner sur des prix historiques d'aujourd'hui avec un bilan qu'on connaît, alors que les projections que je vous montre pour l'année prochaine sont, même si je vous parle d'un bilan tendu, elles sont quand même différentes. Il n'y a pas besoin de rationnement de la demande, comme je vous disais tout à l'heure. Un petit focus sur ce qu'a été cette campagne en termes de qualité et comment on a fait avec tout ça? C'est ça, donc ça a été rapidement abordé par Monsieur Graffin. Là, l'idée, c'est de voir un petit peu en 3 points, un petit aspect climatique, un petit aspect sur le résultat de la collecte, hein, quels éléments de qualité on a pu obtenir, et puis effectivement, après, regarder au niveau de la filière comment on a fait et comment les acheteurs ont pu se débrouiller avec cette qualité-là. Déjà, pour commencer, bonjour à tous, et puis oui, je ne me suis pas présenté, donc Julien Degas, donc coordinateur technique à la coopérative SCAEL. Donc, merci en tout cas au comité technique de nous laisser vous présenter ces résultats. À chaque fois, sur la partie qualité, je vais faire un petit zoom sur le bilan national et puis interrégional, et puis je vous présenterai aussi des éléments sur notre coopérative à la SCAEL qui est située sur la partie Beauce 28, un peu 45, un peu Île-de-France, mais effectivement ça sera zoomé sur ce secteur-là. Par contre, j'essaie de prendre le contrôle des diapos. Est-ce que ça marche? Pour l'instant, j'arrive pas. Ça a l'air d'avancer. On est là-dessus. Alors, tout à l'heure, ça fonctionnait très bien. Et là, ça y est. Alors, j'espère que... Voilà, donc sur le bilan météo, donc pour démarrer un petit graphique avec les pluies que nous avons eues, donc c'est sur la station météo de Châteaudun, donc entre le mois de juin et juillet. Je vous ai représenté les différents stades, on va dire, les principaux stades du blé dur. Hein. Donc on a eu des dernières feuilles qui se sont étalées au mois de mai. On n'était pas très en avance l'année dernière. Donc on a une épiaison qui a eu lieu début juin, donc déjà avec des pluies assez conséquentes à ce moment-là,
on a eu effectivement jusqu'à 30, 45, presque 50 mm autour de l'épiaison. Et les floraisons ont démarré assez rapidement, il faisait assez chaud à ce moment-là, ce qui fait que les parcelles les plus avancées ont reçu de la pluie dès le début floraison. Donc, effectivement, vous vous en doutez, par rapport à la qualité et au risque fusariose, on était déjà en risque à ce moment-là. Donc, après, certaines parcelles ont fleuri un petit peu plus tard, mais ça restait quand même dans une ambiance relativement humide, ce qui fait qu'on n'a pas eu des problèmes généralisés de mycotoxines. Il y aura un point, un zoom qui sera fait tout à l'heure dessus, mais néanmoins, c'était quand même un élément à prendre en compte dans la période. Donc toute la partie, on va dire, grain, laiteux pâteux, grossissement du grain, s'est fait plutôt dans des conditions humides. Hein. Donc fin juin, début juillet, on a eu de la pluie. Retour de pluie assez importante autour du 13-14 juillet. Et donc les récoltes se sont fait tant bien que mal, un peu avant les pluies du 25 juillet. Donc on a eu, effectivement, tout le monde s'est dépêché de sauver les blés durs à ce moment-là, mais avec quand même des quantités de pluie avant non négligeables, on aura un impact, on le verra, sur l'EPS et sur la qualité globale. Donc c'est vrai qu'on avait sur Châteaudun 160 mm en 2 mois. C'est grosso modo, on le verra sur la carte juste après, mais c'est un peu tout le monde, toutes les zones productrices de blé dur ont eu une densité de pluie à peu près équivalente. Donc vous avez la carte sous les yeux, hein, quand on regarde le sud 28, le 45, la partie Île-de-France. Après, si on regarde, il y a un petit peu de blé dur aussi, bien entendu, au sud de la région. On était tous autour de 200 mm, en tout cas entre 160 et 200 mm, donc pas de jaloux sur cette période-là. Quand on regarde l'indice de pluie par rapport au risque qualité après maturité, donc ça c'est Arvalis qui fait ces cartes-là avec Météo France, cet indice de pluie donne un risque, on va dire, par rapport à la germination. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'au final, si on regarde après maturité, on n'est pas sur un indice tellement élevé. On était globalement autour de 20 à 30 suivant les secteurs. Mais c'est vrai qu'il y a certaines années où on a connu bien pire. Le souci un peu du blé dur, c'est qu'il est capable de germer parfois avant maturité. Et surtout, quand on se place sur les courbes de temps de chute de Hagberg et donc de germination par rapport à cet indice de pluie, si on prend pour un indice de pluie de 20 à 30, on voit que sur les blés tendres plutôt tolérants, le temps de chute de Hagberg, lui, n'avait pas trop bougé. Enfin, on se retrouvait par rapport à un potentiel de 350-400, on baissait peut-être d'une 50aine de points. Mais il faut savoir qu'un blé dur est encore plus sensible que le plus sensible des variétés de blé tendre. Donc au final, on s'est retrouvé sur des indices 20-30, du 100, 150 de temps de chute de Hagberg, puisqu'on se retrouvait en dessous la courbe rouge. Donc c'est vrai que c'est une caractéristique du blé dur qu'on connaît bien malheureusement, mais sa capacité à germer très très vite. Ça c'est une photo au 6 juillet, donc cet été, sur le site de Fresnay-l'Évêque dans le 28, où on voyait déjà des grains qui étaient germés avant maturité, quoi. Donc, au global, je vais passer rapidement sur les PS, mais vous vous en doutez, en termes de PS en région centre, on était plutôt mal lotis par rapport à d'autres secteurs. C'est vrai que quand on regarde au niveau de la collecte globale nationale, si on prend une norme à 78, habituellement au niveau national, on a à peu près 60% des blés durs qui sont au-dessus de 78. Cette année, on se retrouvait avec 19%. Et si on zoome sur les résultats collecte qu'on a eu en cellules à la SCAEL, et là, on était à plus de 78 en cellules, on était seulement à 6% au-dessus, ce qui fait que tous les lots étaient théoriquement hors critères qualité classique, quoi. Après, beaucoup de 74-76, pardon,
assez peu de vraiment très très dégradés en dessous de 74, mais il y en avait un petit peu quand même, quoi. Alors les taux de protéines, ça nous a quand même un peu sauvé cette année. On avait, alors au niveau national, on avait, vous voyez sur le jaune foncé, on avait 46% des lots qui étaient au-dessus de 15 et 34% au-dessus de 14,5. Ce qui fait qu'on était plutôt bien placé. Pardon. Et au niveau sur les autres secteurs, donc on retrouve la façade atlantique avec les meilleurs taux. Mais après, globalement, tout le monde était plutôt bien loti en termes de protéines, avec des niveaux de rendement plus bas que l'habitude, on va dire. Donc, par corrélation, le taux de protéines était un peu plus élevé. Si on regarde au niveau du 28-45 à la scale, voilà, c'est un peu le même topo. On avait tous les lots, toutes les cellules au-dessus de 14, une majorité entre 14,5 et 15, et encore quelques-unes au-dessus de 15. Donc là, pas de souci à ce niveau-là. Alors sur la vitrosité, donc le fameux mitadinage. Donc là, c'était en fait étonnamment pas si catastrophique que ça, malgré les pluies. Alors c'est vrai qu'on se retrouvait par rapport à une moyenne, on va dire, habituelle en France, on avait la moitié des lots à plus de 90% de vitrosité, donc moins de 10% de mitadinage. Cette année, on avait encore 33% de lots en plus au-dessus de 85, ce qui fait un global qui était plutôt très très bon. Alors les meilleures qualités par rapport à ce critère-là étaient plutôt sur la façade atlantique, mais en région centre, on était tout à fait dans les normes. Et quand on regarde par classe, on avait seulement quelques pourcents qui étaient en dessous de 80% de vitrosité. Donc ça, c'était plutôt un bon point pour la collecte. Quand on cherche les explications, c'est vrai qu'il a plu, mais finalement le taux de mitadinage était quand même correct. Si on s'attarde sur les facteurs qui influencent ce mitadinage, bon, c'est bien entendu qu'il y a la pluie à maturité. En gros, 10 mm de pluie à maturité, c'est environ 10% de mitadinage en plus. Par contre, on sait que la teneur en protéines a également un impact très fort. Et 1% de plus de protéines, c'est en moyenne 10% de mitadinage en moins. Ce qui fait que c'est ce critère-là qui a quand même sauvé cette récolte par rapport à ce critère de mitadin, quoi. Pour rentrer un petit peu dans les explications techniques, faut avoir en tête que sur le blé dur, pour faire des pâtes notamment, faut avoir la teneur en protéines, en tout cas le réseau protéique. C'est un peu le filet de tennis qui retient les grains d'amidon qu'on pourrait représenter par des balles de tennis. Et en fait, plus ce filet va être étendu, costaud et fort, plus les grains d'amidon vont se tenir. Et en fait, quand on a une alternance de pluie et de sec à maturité des grains, en fait, le grain va gonfler, il y a des microbules d'air qui vont rentrer dedans, et on va perdre ce côté vitreux. Et en fait, on va d'autant le perdre plus vite que le filet de tennis est trop faiblard, quoi. Donc, en fait, les protéines nous ont vraiment aidés cette année, quoi. Alors, je passe rapidement sur rapidement, il y a quand même un critère important dans les GMF, ce qui est germé, moucheté, fusarié. On sait qu'on était là aussi en 2021, si on prend la collecte globale, on avait des lots pas mal de lots à plus de 5%, quelques lots à plus de 8%. Donc, suivant les contrats, c'est entre 5, 8, 6, ça varie, mais on sait que le moins est le mieux pour nos acheteurs. C'est là encore dans le sud-est qu'on retrouve les lots de meilleure qualité. Mais chez nous, on a eu pas mal, voilà, entre les germés et un petit peu de moucheture, on avait quand même des lots qui n'étaient pas nickel. On se retrouve sur les lots 28-45 de la SCAL avec seulement 13% des cellules au-dessus des normes, mais ce qui laisse quand même une bonne place on va dire, en termes de qualité globale.
Alors, le critère qui a vraiment posé question cette année, c'est le temps de chute de Hagberg. Donc, que ce soit chez nous ou ailleurs en France, hormis sur le côté sud-est, là, on avait vraiment des répartitions très mauvaises, avec énormément, voilà, si on prend une moyenne, il y a plus de 55% en moyenne pluriannuelle de l'eau à plus de 300, on était seulement à 15% cette année. Et ce qu'il faut voir, c'est l'importance des lots à moins de 100 et moins de 150 de temps de chute de Hagberg. Donc, en fait, et ça pose des problèmes sur la qualité des pâtes, on va le voir, et la qualité de la semoule. Si on fait un zoom 28-45, c'est pas compliqué. Dans nos cellules, on avait tous les lots qui étaient en dessous de 200 et 44% des lots en dessous de 100 secondes au temps de chute de Hagberg. Donc ça, c'est directement lié au taux de germé avant moisson, quoi. On sait, alors voilà, pour revenir à l'impact sur la filière, il y a des critères, notamment tout ce qui est problématique de PS, voire de DON, où on arrive à corriger un peu au niveau collecte, tout simplement en passant le blé dur au niveau nettoyeur séparateur. On va trier, il y avait énormément de petits grains cette année avec les problématiques de FUSA. Donc c'est vrai qu'on arrive à retirer ces petits grains, à rehausser les PS et éventuellement à remettre, en retirant les petits grains qui sont souvent les plus chargés en mycotoxines. Ça ne rattrape pas tout, mais ça peut quand même améliorer ce critère-là. Par contre, le temps de chute de Hagberg, lui, c'est un autre problème parce qu'on n'a pas d'action corrective, que ce soit au silo ou chez les pastilles ou chez les semouliers. On mélange un lot qui a un temps de chute de Hagberg à 100 secondes avec un lot à 200. Malheureusement, ça ne fait pas un lot à 150, ça fait un lot entre 110 et 120, quoi. Donc là, on n'a pas vraiment de possibilité de correction. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les acheteurs? Du coup, c'est vrai que pour les semouliers, l'objectif principal, c'est d'avoir un rendement semoule. Quand on livre une tonne de blé dur, l'objectif pour eux, c'est de sortir le maximum de semoule de bonne qualité. Donc, les critères qui sont importants pour eux, ça va être le poids spécifique, le poids de 1000 grains. Plus le grain est gros, plus ça va être facile de faire des bons grains de semoule. Le mitadinage, des grains mitadinés, l'amidon n'est plus vitreux. Donc, ce qui fait qu'au lieu de faire des grains de semoule, ça va faire de la farine. Donc, forcément, ça ne les intéresse pas. Et puis en plus, bien entendu, impureté et grains cassés. Donc, c'est vrai qu'en temps normal, avec des grains normaux, on arrive à faire sur une tonne de blé dur, on fait 780 kg de semoule. Quand on a des grains mitadinés, on peut tomber à 10% de moins, quoi. Donc, ce qui fait qu'entre l'impact de la hausse des cours et le rendement semoulier qui était réduit, c'est vrai que pour les acheteurs, c'était quand même une situation assez délicate. Alors, pour les pastiers, eux, bien entendu, l'objectif, ça va être la qualité gustative des pâtes et puis l'aspect pour le client. Donc, rentre en compte aussi les mêmes critères que les semouliers, puisque bien entendu, pour faire des pâtes, on démarre déjà par des semoules. Par contre, l'autre critère important, ça va être la couleur, la moucheture, et notamment les grains germés qui nous ont posé problème cette année. Il faut savoir que quand un grain est germé, la germination fait que l'amidon est attaqué, on n'arrive pas à faire de la semoule avec, et l'impact sur la ténacité des pâtes est assez forte. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, il suffit de relativement peu de grains germés pour que le temps de chute de Hagberg chute. On voit sur ce graphique-là que dès 4 ou 5% de grains germés, on se retrouve sur des niveaux de Hagberg de 100. Donc, c'est globalement ce qu'on a eu cette année. Donc, en fait, quand les grains germent, on a une teneur qui augmente en alpha-amylase et les amylases dégradent l'amidon. Ce qui fait que dès que les conditions sont bonnes, les amylases commencent à dégrader l'amidon. Donc, suivant le type de pâte qu'on fait, ça peut avoir deux incidences, on va dire,
différentes. Alors sur le pain, c'est bien connu, hein, on sait que si les temps de chute de Hagberg sont bas à cause des alpha-amylases, on a des pains très plats qui ne gonflent pas et ce n'est pas du tout adapté à la meunerie. Sur le blé dur, l'impact est différent. Pour tout ce qui est pâte cuite, en fait, comme c'est, on va dire, malaxé, compressé, extrudé et séché rapidement, les alpha-amylases n'ont pas tellement de temps de dégrader l'amidon durant la transformation. Donc sur les pâtes cuites, les acheteurs peuvent se contenter de temps de chute relativement bas. En gros, au-dessus de 150, on n'a pas d'effet sur la qualité culinaire. Entre 100 et 150, on commence à avoir un effet sur l'état de surface et puis sur la perte de matière dans l'eau de cuisson. Et par contre, moins de 100, et malheureusement, on a quand même des lots cette année à moins de 100, là, ils ont quand même des difficultés en usine par rapport à l'extrusion qui ne fait pas des pâtes régulières. Les pâtes s'étirent, ça fait des fendillements quand ça sèche, donc on a quand même des qualités visuelles et gustatives qui s'en trouvent en difficulté. Ça, c'est le cas des pâtes cuites. Pour les pâtes fraîches, alors là, c'est autre chose, puisque en fait, c'est pas séché directement en usine. Et là, pour le coup, les alpha-amylases ont le temps de dégrader l'amidon pendant les transformations, voire même ensuite avec l'amidon qui est contenu dans les sauces. Quand on prend par exemple des plats préparés, là l'impact est vraiment fort et tous les industriels qui font des pâtes fraîches ne peuvent pas malheureusement acheter des blés durs avec des temps de chute de Hagberg aussi bas. Donc, pour conclure un petit peu ce bilan qualité, c'est vrai qu'on le voit tous les ans, tous les ans, non, heureusement, mais on a quand même il faut se remettre en question un peu tous les ans, ça reste quand même un challenge pour maintenir un niveau de qualité élevé. Bien entendu, en 2021, c'est le climat qui n'a pas été de la partie, donc là, on ne peut pas non plus, on n'a pas beaucoup de leviers, mais c'est vrai que cet objectif qualité reste quand même primordial pour la filière. On a des acheteurs qui ont joué le jeu sur le choix de l'origine française, donc il faut quand même le signaler, Frédéric Gon l'avait dit, mais il est réel. Donc ils veulent maintenir une origine française, mais par contre à nous de ne pas les décevoir au niveau qualité. Donc voilà, dans le choix de vos itinéraires, des variétés, la gestion de l'azote, arriver à maintenir des taux de protéines corrects, le choix de précédents par rapport aux problématiques mycotoxines, etc. Il y a quand même des leviers dans les champs pour essayer de maximiser cette qualité. Et puis, je voulais finir juste sur un petit mot sur d'autres réglementations qui pèsent un petit peu sur la filière blé dur. Il y a notamment tout ce qui est cadmium, enfin métaux lourds. On a une norme qui s'est abaissée récemment. Heureusement, pour l'instant, nos lots ne dépassent pas la norme qui est passée de 0,2 à 0,18. Mais c'est vrai que ça va être des choses quand même à surveiller à l'avenir. On a tout ce qui est résidus de produits phytosanitaires qui est de plus en plus surveillé. Donc c'est certain qu'il faut être très rigoureux sur les stades d'application, les doses, etc. Et puis on a aussi les teneurs en ergot et en alcaloïdes avec des seuils qui se sont abaissés. Donc là, ça peut être un vrai challenge dans la région avec les difficultés de désherbage qu'on peut avoir parfois. On sait que c'est des relais pour l'ergot. Donc ça va être des choses à surveiller de près dans les années à venir. Voilà, donc une protection des épis, quelque chose d'important avec un aspect réglementaire qui risque de bouger, qui va sûrement bouger, et aussi une tension au niveau des disponibilités des matières actives dans les années à venir. Donc, les enjeux, c'est quoi? C'est taux de donne. Alors, avant, on disait donne, maintenant, c'est donne et forme modifiée. Donc, on a tout un panel de mycotoxines qui sont, entre guillemets, dangereuses à certains taux d'exposition pour le consommateur. Donc, ça, la filière en est consciente et il faut voilà, avoir quelque chose de raisonnable pour le consommateur à travers toute la filière. Donc, pour l'instant, ces chiffres sont encore en cours de discussion. Ça fait depuis 2019 qu'il y a des discussions. Là, on serait... Aujourd'hui, ça serait 1250 pour le blé dur.
enfin 1250 affiché là, entre-temps on a eu des infos, ça serait plutôt 1500. Donc en 1 heure ça peut changer. Donc voilà, c'est pas encore fixe. Ça serait pour la récolte 2022, on aurait un taux à 1500. Donc vous voyez là, je vous montre 1250, c'est 1500. Avec les discussions avec, je pense que Frédéric Gon, en tant que pilote au niveau comité technique national, ils doivent en parler. Donc tout le monde voilà, est sur le sujet. Donc pour l'instant, on serait à 1500, dernière valeur. Alors, pour le blé dur, on va voir dans des essais à droite à gauche si on est limite ou pas, quels sont les facteurs pour éviter de dépasser ces 1500. Sachant qu'il y a un problème parcelle et après forcément il y a un problème collecteur. Donc moi je vais vraiment rester sur la problématique de la parcelle, comment gérer sur ces parcelles ce problème DON, mycotoxine. Donc les deux cibles principales sont bien Fusarios graminearum, voilà, qui arrivent à floraison et sont plutôt présentes lorsqu'on a des températures élevées, entre 19 et 29 degrés, un optimum à 25 de l'humidité. C'est ce fameux grain orange, enfin cette poussière orangée, rosée, rosâtre sur les épis, qu'on a eu un petit peu cette année. Hein, Julien Degas parlait des indices de pluie. Alors moi je suis sur un secteur, la Beauce, où on voit on est une zone localement où on a été assez épargné, on était très juste pour la Fusarios graminearum cette année. Le deuxième, on va dire, coupable des mycotoxines, alors moins pour ce qui est des DON, bien sûr, c'est vraiment Fusarios graminearum qui est responsable des DON. Là, c'est plutôt la moucheture. Et Microdochium est vraiment responsable de perte de rendement quand elle est exprimée à son extrême. Alors, sur la photo que vous voyez, là, c'est à droite un blé dur fusarié du côté entre Sougy et Artenay dans le 45 en 2016. Cette parcelle paraît correcte. Là, on est à 550 épimètres carrés. Bon, résultat du compte, 12 quintaux. Donc voilà, en 2016, des pluies en continu pendant une semaine en pleine floraison. Cette parcelle a été protégée 3 fois, voilà, quand on pouvait passer entre les pluies. Vraiment quelque chose, cas d'école en 2016, où là, la récolte est catastrophique. Donc voilà, un gros impact rendement pour Microdochium. On verra, Fusarium, c'est un peu moins. Et là, c'est vraiment la qualité, mycotoxine, les nouvelles réglementations qui sont impactées pour cette Fusarios. Alors, au niveau matière active, comme la question le demandait, oui, on est sur un perpétuel changement du calendrier de la réapprobation de certaines matières actives. Alors, le tébuconazole, c'est celle qui est la plus inquiétante parce que c'est celle qui va arriver le plus vite. Alors, j'ai mis entre parenthèses à titre indicatif parce que comme le taux de mycotoxine, ça change tout le temps. Là, ça serait voilà, une réapprobation du tébuco qui doit être effective avant le 31 août. Pour le moment, on a plutôt un son de cloche sur un avis défavorable. Donc, si un avis défavorable, ça peut aller très vite. C'est-à-dire, tous les produits avec du tébuconazole auraient une fin de commercialisation. Voilà, souvent, c'est autour du mois de décembre. On a des dates souvent 31 décembre 2022 et une date limite d'utilisation fin 2023. Donc une dernière utilisation pour on va dire la floraison de cette année. Après, pour ce qui est du prothioconazole, on est là plus serein. La réapprobation doit arriver aussi au mois de c'est juillet 2022. Mais voilà, les sons de cloche sont beaucoup plus favorables. Alors, je dis aujourd'hui sons de cloche favorables, on n'est pas à l'abri d'un revers d'ici là. Le prothioconazole, voilà, historiquement, devrait être utilisable encore pendant 3, voire 4 campagnes avec cette année d'utilisation après l'arrêt des ventes. Donc, c'est vraiment les deux matières actives qu'on utilise majoritairement pour lutter contre la fusariose et Microdochium, enfin Fusarium graminearum et Microdochium, donc des matières actives pivots. Alors, le Prosaro, le Kestrel, voilà, on a du tébuconazole et du prothioconazole dans ces produits. Alors, un petit espoir, c'est que en remplacement ou en appui de ces matières actives, dont le prothioconazole qui continue, c'est la dépidine. Alors, la matière active précise, c'est du
pidiflumétophène. Alors, dans les graphiques qui suivront, ça sera de l'APN, voilà ce produit. Alors, Syngenta, voilà, c'est une USDHI du groupe pyrazole carboxamine, groupe FRAC 7. Bon, ça a une bonne ténacité de surface, une absorption rapide. Voilà, on nous dit techniquement pas de pluie dans l'heure, donc ça laisse quand même, même en conditions difficiles, des ouvertures de créneaux d'application intéressants. Et bon, c'est certes, là, on le teste pour la fusariose de l'épi, mais il y a aussi des efficacités septoriose, odium et helmintho, donc potentiellement aussi ouverture sur d'autres céréales à paille. Alors, les facteurs de risque de l'apparition de ces donnes et via la fusariose graminéome, c'est, voilà, je l'ai mis dans un petit tableau qui est à gauche, température efficace 19-29 degrés, optimum à 25, de l'humidité, un stade à floraison voilà, qui est très très important, bien protéger le début de la floraison. Et microdocium, c'est des températures plus fraîches. Alors comme en 2016, on avait vraiment beaucoup de fraîcheur et d'humidité. Et là, ça attaque le grain et c'est tout. Voilà, c'est des grosses pertes de PS, des difficultés de... j'ai perdu le mot de... le grain n'est pas fécondé, des pertes de fécondation importantes et du coup, pas de grain du tout dans l'épi. Et là aussi favorisé par la pluie et brouillard. Cette année, sur mon secteur, on était un peu limite en termes de conditions, mais les blés les plus précoces qui avaient été semés de bonne heure sont tombés aussi dedans. Et voilà, on n'a pas fait, aucune impasse a été conseillée sur le secteur, sur tout le secteur blé dur, on va dire, de la région centre. On a fait des applications à fin et puis disons début floraison pour protéger au mieux cette floraison. Alors, le problème, c'est qu'à 19-21 degrés, on peut avoir les deux. Donc, des fois, on a du mal à savoir si on va avoir à la fois une perte de rendement et un problème mycotoxine. Voilà, cette année, on était plutôt du côté des mycotoxines, les donnes, quoi, vraiment qui nous inquiétaient, avec, comme l'a expliqué Julien, des valeurs parfois un peu limites. Donc, on a remis aussi le tableau à droite de tout la grille de risque fusariose. Alors, c'est la fusariose pour blé tendre, blé dur. On sait que le blé dur, en général, est beaucoup plus sensible aux fusarioses. Hein. C'est vraiment le point clé au niveau de la protection des épices, c'est le blé dur, la fusariose. Là, on remet, c'est surtout les précédents maïs, grains. Alors, sorgho arrive un petit peu en pleine, donc c'est vraiment du même niveau. Faire très attention. On considère qu'en blé dur, toutes les variétés sont sensibles. Donc, il y a très peu de cas en précédent maïs où on peut se permettre une impasse. Et même dans le cas des très faibles précipitations, j'ai envie de dire, c'est 7 jours avant floraison, pas de pluie, et pendant 10 à 15 jours après cette début de floraison, pas de pluie non plus. Donc, hors ces cas-là, il faut vraiment protéger l'épi. On a des années types comme 2014 où pendant 15 jours, voire 3 semaines avant floraison, grande sécheresse, irrigation tournée à plein, puis encore 3 semaines de sécheresse à pleine floraison. Là, il y a eu beaucoup d'impasses et aucun problème de fusariose. Enfin, aucun. Très, très peu de problèmes de fusariose. Il y a une autre grille d'évaluation, alors c'est spécifique au blé dur, c'est sur les risques d'accumulation de mycotoxines. Où là, on va prendre en compte les autres précédents, le maïs, sorgho, grain. Entre parenthèses, on a aussi une note pour le maïs fourrage, mais on verra qu'on est très rapidement dans des zones à risque relativement fortes pour le blé dur. Dès qu'on est en précédent maïs, même avec un labour, on peut être en zone limitrophe en termes de risque d'accumulation des donnes. Voilà, chaque lettre correspond à un niveau de risque. Donc, j'ai envie de dire, dès qu'on est dans les zones D, E, F, qui correspondent à des zones avec un niveau de risque très élevé, il faut vraiment soit pas mettre tous ses œufs dans le même panier, avoir des techniques d'implantation diversifiées, ou alors vraiment ne pas avoir des grandes surfaces en blé dur. Il ne faut pas que ça soit votre cœur de production, votre revenu principal. Voilà, c'est vraiment étaler les risques. Levier agroécologique. Alors, j'ai mis, vous allez voir, des couleurs. En vert, ça va être les facteurs, les leviers les plus intéressants, et en orange, des leviers un petit peu moins efficaces, voire certains qui sont encore à l'étude. Donc,
un des leviers principaux, mais qui n'est pas très impactant pour le blé dur, c'est le choix variétal. Voir sur l'exploitation, avoir un panel de variétés cultivées assez diversifié pour étaler les risques, que ce soit en date de semis ou en date de floraison, sur son exploitation, notamment pour les bléduriens, pour les producteurs qui font exclusivement du blé dur. Donc là, on voit les anciennes variétés type relief, carrure, voilure, voilà, qui sont plutôt dans le haut du panier, mais il faut savoir que même le relief par rapport à un blé tendre va être très sensible à la fusariose, donc prudence à ce niveau. C'est pas parce que c'est vert qu'on va se permettre une impasse au niveau protection fongique. Un deuxième critère important, là qui est très important, c'est la protection fongicide, qui est primordiale sur le blé dur. On verra un peu quelques exemples réalisés cette année dans les essais Arvalis en termes de programme. Ensuite, le précédent. Il faut de préférence avoir un précédent défavorable à la FUSA, donc colza, lin, légumineuses, céréales à paille, tournesol. Ensuite, enfouir les résidus du précédent. Donc le labour est très important pour ceux qui voudraient faire du blé dur précédent maïs. Alors labour ou autre travail profond qui va enfouir le plus possible les cannes de maïs. Alors un petit peu moins impactant, mais voilà, on veut une plante en bonne santé pour résister aux maladies. Donc limiter l'averse en fin de cycle pour éviter d'avoir des excès d'humidité au niveau des épis, qui est favorable du coup à l'arrivée de la FUSA. Des densités de semis raisonnées, une gestion de la fertilisation aussi azotée raisonnée. Attention, ça va jouer indirectement sur l'averse de fin de cycle ou l'état sanitaire de la culture. Les gestions des maladies foliaires, ne pas avoir des plantes excessivement malades. Nous, en blé dur, on fait surtout attention à la rouge jaune, à montaison, mais ça peut être aussi d'autres maladies en cours de cycle. Et enfin, la gestion de l'irrigation en fin de cycle, voilà, éviter d'aplatir le blé malencontreusement avec l'irrigation. Et un autre facteur, alors voilà, qui est plutôt en étude, notamment en Suisse, où on étudie l'impact de l'effet de la biofumigation. Alors voilà, il faut limiter le potentiel infection mycotoxine du précédent, que ce soit du maïs ou autre. Là, je vais surtout me focaliser sur le maïs, mais limiter l'infestation larvaire dans les maïs précédents pour éviter l'arrivée de mycotoxines DON, voire autres dans le maïs. Éviter le stress hydrique. On sait que lorsque le maïs est très stressé, on a des types de mycotoxines qui arrivent facilement dans le maïs à floraison. Là, on pourrait croire, ah bah, il fait très sec, on n'aura rien. Il faut faire attention, dans le maïs, au mois de juillet, quand il fait très sec, on a des mycotoxines qui peuvent facilement attaquer le maïs qui est stressé. Voilà, peut-être favoriser dans certains secteurs des récoltes précoces du maïs pour semer en bonnes conditions son blé dur, pour faire un labour correct. Et enfin, ce fameux aspect biofumigation avec des sous-semis crucifères, voire des apports de feuillage, de matière fraîche de crucifères sur du maïs. Il y a des résultats très intéressants qui ont été édités en pluriannuel en Suisse, avec des diminutions de moins 20, moins 30% par rapport aux témoins au niveau mycotoxine. Donc voilà, un levier agroécologique, on va dire sans pesticides, pour réduire potentiellement les mycotoxines dans le précédent maïs. Alors au niveau des essais, on a là un essai qui a été réalisé sur blé tendre en 2021, notamment avec plusieurs programmes, alors certains très classiques, comme le premier avec du protio et du caramba, protioconazole, metconazole, qui est la troisième matière active la plus efficace sur fusariose. Ensuite, du protioconazole avec du mefentrifluconazole, qui est la nouvelle triazole depuis 2 ans, le Revistar. Ensuite, Fandango, qui est plus classique avec une strobilurine. Fandango avec un mouillant, bon là on n'en parlera pas, c'était juste pour tester le mouillant, savoir s'il apportait quelque chose. Oisan, qui est du bromuconazole, voilà, qui est une vieille triazole, mais qu'on remet sur le devant de la scène pour remplacer le tebuconazole, hein. Il fallait essayer. Et enfin, bah, cette fameuse nouvelle matière active qui est l'APN, le pidiflumétophène, où là, qui est associé, voilà, ça sera toujours associé avec du protio, qui est la matière active, voilà, qui a le plus pour l'instant, qui serait bonne jusqu'en 2025, associée à cette fameuse nouvelle matière active. Alors,
On voit une efficacité quand même par rapport à un programme classique qui sera réglementaire d'ici 2 ans. On va gagner quand même 30 points avec l'APN à une dose, voilà, pleine dose de 2,65 litres. Et voilà, on va gagner quasiment 30 points aussi avec une dose un petit peu plus faible d'1,33 litre qui serait la dose d'utilisation. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est l'efficacité sur les donnes. Là, certes, on n'a que 9 points d'efficacité supplémentaire, mais on va voir dans un autre essai où on a un microgrammage par kilogramme des donnes qui quand même, on a des effets intéressants. Là, rapidement, c'est juste pour les solutions T3 blé dur, voilà, Prosaro, Kestrel, on a des efficacités qui sont bonnes. Oui, on voit peut-être pas très bien, mais voilà, c'est tous les programmes qui sont classiques. On voit cette année qu'on avait par rapport aux témoins non traités un intérêt technique, même si des secteurs on était un peu limitrophes à traiter ou pas. Voilà, cette année, il fallait bien sûr traiter en région Centre-Île-de-France. Donc cette fameuse analyse de donnes, alors ça c'est un essai sur Bina, alors vous verrez qu'on est sur une variété voilà, sensible mycotoxine fusariose, malgré un précédent soja et un essai qui est non contaminé, donc voilà, conditions naturelles. On voit, moi ce que je veux vous montrer, c'est vraiment cet aspect mycotoxine. Donc à droite, on a le taux de mycotoxine. On s'attarde voilà, sur le témoin non traité qui dépasse cette potentielle norme qu'il faudrait bouger là, à 1500, qui dépasse les 2000 microgrammes par kilogramme de mycotoxine donne. Donc là, on serait bien sûr hors norme, non commercialisable en tant que blé dur alimentation humaine. On voit avec, on va dire, espoir que tous les autres programmes sont en dessous des 1500, voire des 1250. Et on est encore beaucoup mieux avec cette fameuse adépidine mélangée du prothioconazole. On a une très bonne efficacité visuelle, un impact sur un rendement intéressant, et en plus, là, des mycotoxines qui sont fortement réduites. Donc, un bon espoir d'avoir une transition de la perte du tébuconazole, voire du prothio, pour ensuite, voilà, on va dire, prendre le relais avec une matière active intéressante. Alors, on n'a pas encore la date de sortie précise de ce produit-là. Quand est-ce qu'il sera commercialisé ou pas? 2-3 ans. Voilà, Mathilde me dit 2-3 ans, en espérant que ça fasse la transition. On a parlé des protections fongiques qui sont des éléments quand même très très importants et sur lesquels il faut rester vigilant et bien sûr en position de force aussi pour exprimer le fait que ça fait partie aujourd'hui des outils principaux. Alors on cherche des alternatives, mais c'est encore pas tout à fait efficient. Ça fait partie des outils principaux pour travailler ces maladies de fin de cycle et donc la qualité sanitaire. Mais il y a un autre levier qui est la partie génétique. Et Jérôme, tu vas nous exprimer un petit peu ce qu'est aujourd'hui l'évolution génétique. Et puis, je crois que tu vas revenir aussi surtout sur ce qu'est la sélection, parce que finalement, on est tous très très pressés d'avoir de nouvelles variétés au top de la résistance, au top des rendements et au top de tout ce qu'on voudrait. Mais ça ne vient pas si vite que ça, parce que le travail, c'est un travail de longue haleine. Vas-y, Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, donc Jérôme Van Zwiet, je suis chef produit céréales chez Florimond-Després. Donc, nous, la sélection du blé dur, elle existe depuis maintenant 35 ans. Et donc, on a également chez nous la sélection donc, du blé tendre, de l'orge, du triticale pour les espèces céréales et après tout ce qui est betterave et pommes de terre. Donc là, le sujet, ça va être effectivement le programme de sélection blé dur chez Florimond-Després. Et effectivement, c'est un travail qui est très long en termes de recherche. Donc, au niveau normalement, ça devrait avancer. Donc, pour l'instant, ça n'avance pas. C'est bon. Donc, le travail de sélection au niveau du sélectionneur, c'est un travail qui est quand même pluridisciplinaire parce que ça commence déjà par retrouver donc, des parcelles d'essais ou de pépinières qui sont homogènes dans l'espace.
On a donc besoin de connaître tout ce qui est donc la partie biologie, donc la maîtrise de l'agronomie, également la culture des maladies. Le sélectionneur doit également maîtriser tout ce qui est marquage moléculaire, donc au niveau de la partie biotechnologie. Donc c'est un autre thème qu'il faut qu'il maîtrise. Aujourd'hui, on a un niveau d'information qui est très élevé en termes de résultats d'essais, mais également de tout ce qui est marquage moléculaire. Donc, il faut des bases de données qui sont très riches. Ces bases de données, il faut les exploiter et il faut pouvoir justement s'en servir pour la partie sélection. Et puis derrière tout ça, on a également la partie donc tout ce qui est analyse, qualité, sur lequel on a déjà parlé un petit peu et je vais y revenir. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui est vraiment complet sur plusieurs disciplines. Au niveau donc des axes de recherche en termes de sélection, l'axe prioritaire, ça reste toujours la partie rendement. Le rendement, ça reste le nerf de la guerre et aujourd'hui, quand on voit le prix de la collecte qui s'envole, on voit que ça reste un élément important. Ensuite, on arrive directement sur la partie qualité parce que la seule destination de la collecte de blé dur, c'est l'alimentation humaine. Donc, ces éléments-là sont très importants. Donc, on a parlé tout à l'heure de protéines, on a parlé de qualité comme le mutadin, la moucheture, donc il y a également la couleur, le PS, la ténacité, on verra d'autres critères de qualité. Ensuite, on arrive sur la partie agronomie. Donc, vous êtes dans une région où effectivement il y a pas mal d'irrigation. Donc, qui dit irrigation peut dire effectivement sensibilité au niveau de l'averse. Donc, ça, c'est des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte, en sachant que les régulateurs, demain, ça peut être un peu discuté. On a effectivement la résistance au froid, on a les groupes de précocité. Après, on a toute la partie résistance aux maladies, donc et également au niveau des virus et des insectes. Donc, on verra après un exemple sur la partie mosaïque. Et puis, on en a parlé quand même assez fortement. On a toute l'évolution réglementaire qui aujourd'hui est en train de changer. Donc, il faut se mettre à la page par rapport à ça. Donc, voilà, c'est un métier qui est vraiment complet sur ces recherches-là. Donc, un schéma de sélection, vous avez un exemple de schéma de sélection sous les yeux. On démarre de 2 parents élites, donc une variété A et une variété B. Donc, au niveau de chez Florimond-des-Prés, on a 250 croisants par an à destination du marché français. Donc, c'est un travail qui est quand même assez important. Et à partir de la 2e génération, on va avoir une population qui va être très importante au niveau des plantes. On va être environ à 300 000 plantes dès la 2e génération. Et donc de la 2e à la 4e génération jusqu'à la F4, le sélectionneur va éliminer des plantes uniquement sur l'aspect visuel. Visuel de la plante, structure de l'épi, sensibilité maladie, qualité visuelle au niveau du grain qui n'est pas terrible. Donc là, c'est uniquement une sélection via l'œil du sélectionneur. En sachant que d'une année à une autre, pour passer de la F2 à la F3, il va éliminer 90% du matériel. Donc il y a une élimination qui est très forte d'une année à l'autre. Et à partir de la 5e génération, on commence à avoir une parcelle d'essai pour avoir un effet sur la partie, une information sur la partie rendement. Donc, il faut attendre 5 ans après le croisement pour commencer à avoir une information sur la partie rendement. Et là, en général, c'est simplement une seule rep en traité et en non traité. C'est ce qu'on appelle chez nous du comportement. Et puis, arrivé à la 8e année, on a effectivement quelques lignées qui sont potentiellement déposables au niveau CTPS. Et en fonction des résultats de ces lignées-là, sur un nombre d'essais qui sont plus importants, environ 8 sites, conduits en 3 reps traités, 3 reps non traités ou 2 traités, 2 non traités, on va potentiellement déposer 1, 2, 3 variétés à inscription. Et donc, 10 ans après notre croisement, on va avoir effectivement des variétés qui peuvent être inscrites. Donc voilà, donc c'est un schéma qui est très long en termes de sélection. Vous verrez qu'après, on a des possibilités de raccourcir ce schéma-là, mais c'est quand même une grande tendance en termes de travaux de sélection.
Donc en quelques chiffres, au niveau de la partie croisement, on l'a dit, on a 250 croisements chez Florimond-Desprez à destination du marché français, ce qui fait 450 parcelles de bulk, donc 50 000 lignes en pépinière, en sachant que les lignes semées en pépinière sont faites au smart transversal, donc ça veut dire que ça sème perpendiculairement à l'avancée du tracteur. Donc ce sont des semoirs spécifiques. Et puis en termes de parcelles d'essai, on a sur notre site à Lectoure dans le Gers, c'est là où la sélection est basée principalement. On a 4000 parcelles d'essai qui sont faites à Lectoure. On a 1500 autres parcelles d'essai qui sont faites dans d'autres régions françaises qu'on verra en fin de présentation. Et on a également du testing qui est fait sur la partie étrangère, que est principalement l'Italie, l'Espagne, le Maroc. Et pendant la période hivernale, on va justement réaliser pas mal d'analyses sur ce qu'on a parlé, le mitadin, la mouchure, le PMG, la teneur en mycotoxines. Donc ça, c'est fait plutôt pendant la partie hivernale. Au niveau donc des observations, comme je l'ai dit, dans les jeunes générations, c'est uniquement que de l'observation visuelle au niveau du champ. C'est là où le sélectionneur va faire le choix de ses plantes. On a quelques analyses qualitatives qui sont simples, mais qui sont quand même assez rares. Et après, donc, dès qu'on arrive en génération donc, de F5, on a toujours l'observation au champ qui est toujours importante et primordiale. Et puis, on commence à avoir des résultats agronomie en termes de potentiel de rendement. On a quelques tests maladies qui nous reviennent en termes d'analyse. Et puis, on a au niveau analyse qualité beaucoup plus d'informations qui sont faites au niveau de la partie qualité technologique. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a le travail de fixité, parce que une variété qui est inscrite avec comme Miradou ou comme Canaillou, il faut que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ces variétés-là ont le même patrimoine génétique. Donc, on a un gros travail de DHS. Donc, la DHS, c'est la distinction homogénéité-stabilité qui doit être faite. Et ça, c'est également un métier à part entière. Donc voilà, donc on a pas mal d'outils qui nous sont à disposition au niveau HPLC pour faire ces analyses-là au niveau des travaux de sélection. Et nous, au niveau des sélectionneurs, ce que l'on aime, c'est avoir de la maladie tous les ans. Et malheureusement, le climat ne nous le permet pas. Mais nous, quand on a de la maladie, on est content parce qu'on peut sélectionner. Donc, si on n'a pas cette contamination naturelle, on le fait d'une façon artificielle avec effectivement de l'inoculation où on plante des plantes sensibles dans les allées avec une irrigation pour que ça vienne contaminer. Et puis, pour la partie fusaille, on fait pareil. On vient sporuler des spores au niveau des épis. On vient mettre des cannes de maïs entre les parcelles pour avoir effectivement une pression de sélection et pour pouvoir éliminer le matériel sensible. Pour tout ce qui est mosaïque, on vient effectivement dans votre région bassin parisien centre parce que vous avez effectivement des sols contaminés au niveau des virus. Après, malheureusement ou heureusement, chaque année, on a une pression qui est plus ou moins forte. Donc, ça permet de plus sélectionner ou de moins sélectionner. Et puis, on a effectivement aujourd'hui pas mal de moyens au niveau laboratoire qui est donc le marquage moléculaire qui est à notre service et qui nous donne pas mal de réponses. Maintenant, il faut que le marqueur marche bien et on verra l'exemple tout à l'heure. Et au niveau du screening, on a connu le froid de 2003, on a connu le froid de 2012. Malheureusement, on n'a plus de pression froid sur le marché français, donc on n'arrive plus à faire ce travail de screening. Donc on va dans notre sélection que l'on a en Europe centrale et en Allemagne pour justement faire un screening plus important sur le froid, sur la génétique blé dur comme les autres espèces. Et justement, pour réussir à rapporter de la variabilité au niveau de nos pépinières, on va effectivement rechercher du matériel un peu exotique.
Donc, on a accès à pas mal de matériel étranger. Ça peut être le CIMIT, qui est donc au Mexique. Ça peut être des variétés effectivement anciennes sur lesquelles on n'a peut-être pas recherché les gènes vraiment importants. On a des mutations qui peuvent se faire au niveau de la partie au croisement. Et après, au niveau de la partie sélection, on peut essayer de raccourcir le cycle de sélection, et ça, on y arrive avec donc la production d'haploïdes doublés. Donc l'haploïde doublé va permettre d'avoir une distinction ou quoi, une distinction qui sera beaucoup plus rapide au niveau de la partie sélection, et on va pouvoir aller plus vite en termes de sélection. Et là où on mise beaucoup, c'est sur la partie sélection SSD, où là, on arrive à faire 3 cycles de blé dur en l'espace de 13 mois. Donc, on va gagner 2 ans. Tout ça est fait en serre, où on contrôle toute la partie irrigation, nutrition, température, rayonnement. Et le but, c'est qu'entre la génération 1 et la génération 2 et la génération 2 et 3, c'est qu'on ait 1 grain par plante. Donc, on réussit à le faire. Donc, ça, c'est une serre qui a été créée en 2016. Et aujourd'hui, on a fait nos premiers dépôts au niveau de la partie serre SSD. Donc, ça avance assez rapidement sur cette partie sélection. Et puis, on a effectivement la partie marquage moléculaire. Ça veut dire que entre la F1, la F2 ou la F2, la F3, le sélectionneur en serre SSD ne va pas pouvoir sélectionner parce que, je vous l'ai dit, une plante va donner 1 grain. Par contre, il est possible de prélever une feuille de chacune des plantes et passer une série de marqueurs pour savoir si la variété a des gènes de résistance ou si elle n'en a pas. Donc, on peut sélectionner via des marqueurs. Alors, si je prends par exemple le cas d'une sélection qui est basée sur la résistance au niveau des mosaïques en termes de blé dur, donc c'est une demande des agriculteurs sur lequel on travaille quand même depuis plusieurs années, et on a voulu travailler d'une façon comme on faisait, on va dire, sur les autres maladies. Ça veut dire, on va chercher les gènes de résistance, donc on connaît les variétés qui sont résistantes. Donc là, il y a DIC2 qui est résistant, il y a Sol-Dur qui est résistant. Alors ensuite, ce sont des variétés qui sont quand même très différentes en termes de morphologie que nos blés qui sont cultivés aujourd'hui. Donc, on sait que DIC2, il est très haut. En termes de culture, c'est impossible. Donc, on va caractériser ces variétés-là. On va réaliser un plan de croisement entre des variétés élites du marché. Et ensuite, on va réaliser notre sélection qu'on a dit en termes de champs. Et on s'est aperçu que si on faisait ce travail-là dans la sélection que j'ai dit entre la F1 et la F4, où le sélectionneur éliminait tout ce qui ne lui convenait pas, en fin de compte, on arrive à des niveaux avancés en termes de sélection, où on voit que tout le matériel qui était résistant, on l'a éliminé avant. Donc, ça veut dire que la méthode qu'on a utilisée sur les autres critères ne fonctionne pas sur la partie mosaïque. Donc, ce que l'on a fait sur la partie mosaïque, c'est un thème totalement différent. C'est qu'on a fait effectivement donc on a toujours les mêmes parents qui sont ici, donc DIC2 et Sol-Dur. On a fait des plans de croisement avec des variétés élites du marché. On a créé des populations. On n'a pas sélectionné au départ. Par contre, on a essayé de faire passer des marqueurs. Donc là, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais il y a des marqueurs qui sont rouges. Alors le gène de résistance, il est ici. Il y a des marqueurs qui sont rouges, qui sont loin donc du gène, donc qui s'allument quand c'est sensible ou quand c'est résistant, donc c'est pas bon. On a un marqueur qui est partiellement lié. On voit qu'il s'allume quand c'est résistant, mais de temps en temps, il peut s'allumer quand c'est sensible. Donc, ça veut dire que la réponse n'est pas non plus linéaire. Par contre, il faut trouver des marqueurs qui sont très proches du gène, donc juste à côté. Et dans ces cas-là, on voit qu'il va s'allumer quand c'est à chaque fois résistant. Donc ça veut dire que c'est un marqueur qui marche bien. Le problème au niveau du blé dur, c'est qu'il n'y a pas un seul gène qui code sur la partie résistance au niveau donc, des mosaïques. Il y a plusieurs gènes. Donc le travail est encore plus complet.
et que quand on amène ce gène de résistance au niveau des blés durs élites, on ramène également d'autres critères que l'on ne souhaite pas. Et donc, c'est un travail de sélection qui est très compliqué. Et aujourd'hui, on a des variétés qui sont tolérantes, mais qui ne sont pas encore résistantes au niveau de notre programme. Et on pourrait se dire, bah tiens, le blé tendre, il a des gènes de résistance, pourquoi on ne les met pas directement dans le blé dur? Eh ben, le gène de résistance au niveau du blé tendre, il est sur le génome D, et le blé dur n'a pas de génome D, donc ce qui veut dire que ben, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, pour avancer, ensuite, on a toute la partie analyse technologique. Hein, donc, on fait effectivement la partie teneur en protéines. Tout à l'heure, Julien a montré l'importance des protéines, la partie post-spécifique, le PMUG qui est également lié au rendement semoullier. L'indice de jaune, qui est un élément important sur lequel les sélectionneurs ont fortement travaillé. Maintenant, on a beaucoup de variétés qui sont très jaunes. Le taux de methadone, qui est lié également à la protéine, le taux de moucheture, des tests comme le SDF, et également des tests que l'on fait en relation avec Panzani, qui sont le test de ténacité, et puis également la partie gluten index pour la partie pays, on va dire, un peu plus Italie, qui sont intéressés par rapport à ce critère de gluten. Donc, pour montrer un exemple au niveau de la partie jaune, donc on voit que dans les années 80, on était plutôt à un niveau de jaune aux environs des 30 en termes d'indices. Et aujourd'hui, on est sur des indices de 40 en termes de jaune. Donc, toutes les variétés sont en général plutôt très bien en termes de jaune. Donc, on voit que sur cet exemple d'indice de jaune, la sélection a fait un gros travail par rapport à ça. Et quand on regarde la couleur des pâtes entre des variétés qui étaient plutôt dans les années 80 et des variétés actuelles, années 2015, années 2020, on voit qu'au niveau du jaune, on n'est pas du tout sur la même qualité de pâte. Donc, on voit que la sélection a amené effectivement un gros point par rapport à ça. Pour avoir effectivement des bonnes variétés, il faut se caler par rapport aux cultures des surfaces de blé dur. Donc, tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait 4 bassins de production. Il faut que notre réseau d'essais soit calé par rapport à ça. Donc, on voit qu'on a pas mal d'essais dans la région bassin parisien. Parce qu'on a une station qui a Auville-la-Branche dans le 28. On a également une station qui est également dans le 41. Et ensuite, on fait appel à des partenaires pour justement tester notre matériel. Dans le centre-ouest, on est un peu moins garni en termes d'essais, donc on a un essai ici en termes de prestataires extérieurs. Et après, notre site de sélection qui a Lectoure et des sites à côté, et également dans la partie sud-est. Donc, pour effectivement avoir des variétés qui se collent bien à la demande au niveau marché, il faut tester dans ces régions importantes de production de blé dur. Et pour finir ma présentation, ce que je voulais montrer, c'est que ici, vous avez le nombre de quintaux certifiés sur le marché français. Donc, en 6 ans, on est passé aux environs de 400 000 quintaux et aujourd'hui, on est à 250 000 quintaux de certifiés sur le marché français. Si on se met sur une base 100 en termes de valeur, on était à 100% bien sûr en 2016-2017 et aujourd'hui on a perdu un tiers de la valeur. On est plutôt à 66% de valeur au niveau de la partie utilisation de semences certifiées. Donc ce qui veut dire que pour nous c'est important d'avoir des moyens pour justement sélectionner. On a encore énormément de travail à faire et on le voit par rapport à des retraits de matière et également à l'exigence exigence au niveau réglementaire. Donc, classement certifié, c'est un élément qui est hyper important. Et donc, on était 4-5 sélectionneurs il y a encore 6-7 ans. Aujourd'hui, il reste 2 gros sélectionneurs, donc RAGT et Fleury-Mont-des-Prés. Et on a besoin effectivement d'avoir des moyens pour travailler et on est là avec vous pour avancer. Donc voilà sur la présentation. Je pense que Clément il prend la suite.
Merci Jérôme pour cet exposé. Alors, moi je trouve ça très intéressant sur différents plans parce que tout à l'heure on parlait du qualitatif et des petits problèmes d'Adbert qu'on pouvait avoir à un moment donné sur la production et qui ont de l'impact sur la transformation. Mais il me semble que vous êtes soumis aux mêmes problématiques, c'est-à-dire que quand il y a ce type d'aléa, en termes de qualité de germination, ça a bien évidemment de l'impact sur toute la partie sélection. Et ça, c'est un point que vous aviez soulevé il n'y a pas très longtemps, notamment avec ton collègue Michael Cochard, qui est le président du GIE. C'est un des éléments évidemment forts et que nous, on ne soupçonne pas toujours agriculteurs. L'autre élément que tu fais bien de soulever, c'est que d'une part, le taux de semences certifiées, le taux d'utilisation de semences certifiées a tendance à baisser pour tout un tas de raisons, économiques, etc., faisabilité, enfin voilà, mais il n'en demeure pas moins que c'est une source de financement très importante pour vous. L'autre source de financement, c'est bien évidemment la CVO que l'on verse à partir des livraisons que l'on peut faire. Et là aussi, c'est un élément, c'est une ressource assez importante, mais qui, pour la sélection du blé dur française, n'est pas suffisante. Et en l'occurrence, ça va être un des points sur lesquels vont se pencher les prochains travaux des comités de pilotage et la filière blé dur dans son ensemble, pour trouver une dynamique suffisamment importante en termes de moyens et trouver justement de quoi avoir une recherche très punchy. Je rappelle que vous êtes 2 ou 3 sélectionneurs en France, Syngenta un petit peu sur le sud aussi, mais on manque énormément de moyens, on aurait beaucoup plus de variétés, ce serait vachement dynamique et vachement intéressant. Et pour le coup, derrière, quand ça c'est un message personnel, d'agriculteur à agriculteur, mais quand on achète des semences certifiées, ça a de l'impact sur le long terme quand même, quoi. Donc on doit, au sein de nos exploitations, avoir ce type de connaissances et ce type de vision. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Pas de questions. Vous avez tout compris. Nickel chrome. Et ben c'est vachement bien. Et pour le coup, on va passer directement au renouvellement des variétés. Quoi de neuf, Clément, sur le marché cette année? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Clément Julien de la coopérative de Bonneval-Bossé-Perche. Donc avec Jérôme, on a vu les enjeux de la génétique et plus concrètement, quel est le renouvellement. Donc on ne s'est pas vu pendant 2 ans. Et c'est vrai qu'on a eu un bon cru quand même il y a 2 ans, notamment les inscriptions 2020. Les inscriptions 2021 sont un petit peu moins intéressantes, mais la 2020 était assez inédite en termes de renouvellement. Donc en fait, il existe 2 types de réseaux, enfin 2 zonages lorsqu'on teste les variétés à l'inscription. La partie zone nord qui forcément sur notre terroir nous intéresse beaucoup, mais il ne faut pas occulter non plus la zone sud, puisqu'on sème quand même les blés durs relativement tard et des variétés précoces, ça peut être aussi intéressant. Alors pas trop précoce parce qu'on peut toujours avoir des accidents et notamment à la méiose. Donc on pioche toujours des variétés également sur la zone sud. Alors si on regarde les inscriptions 2020, on s'aperçoit qu'il y a 3 variétés qui ont été inscrites en zone nord. Donc on a Canaillou, RGT Capsure et RGT Soissure, et on avait 4 variétés qui étaient inscrites en zone sud, donc Formidou, Belle Allure, donc Belle Allure qu'on retrouve par exemple sur notre terroir, et puis on retrouve également Capsure qui était inscrit sur les 2 zones, et RGT Ramure. Alors concrètement, sur notre zone, Canaillou, Capsure, Soissure et Belle Allure sont les 4 variétés qui sont les plus utilisées. Donc si on reprend les essais, donc en fait on s'est focalisé seulement sur teneur en protéines et rendement pour faciliter la présentation, et puis c'est les 2 critères quand même qui nous parlent le plus. On retrouve toujours une forme de droite de régression entre la teneur en protéines et le rendement, il y a toujours une forme de dilution. Donc là on est sur 18 essais sur 2 ans, donc on avait la campagne 18-19 et 19-20. Donc déjà, ce qu'on peut constater, c'est que RGT voilure et envergure, ça reste quand même des références et ce sera très difficile de les déloger, et en particulier envergure, qui est la variété la plus cultivée sur notre secteur. Néanmoins, on voit que les nouvelles variétés vont apporter un paysage quand même
un peu plus élargie. On retrouve notamment en termes de rendement Canaillou et RGT Soissure avec de très bons résultats. Bon, forcément, on a quand même une dilution de la protéine et qui est un petit peu plus forte que ce qu'on peut avoir avec voilure et envergure. Et puis à l'inverse, on retrouve RGT Capsure qui est plutôt axée sur la teneur en protéines, mais un petit peu plus limitante en termes de potentiel de rendement. Alors sur la zone sud, 16 essais sur 2 ans. Donc là, c'est très net, hein. On voit que la corrélation rendement-protéine est très marquée. Et sur les 2 variétés qui nous intéressent, on retrouve un peu les mêmes résultats qu'en zone nord avec RGT Capsure. Et on voit RGT Belle Allure, qui est la variété parmi les nouveautés qui est la plus utilisée sur notre secteur, qui apporte des réponses en termes de rendement qui sont très intéressantes. Même si on a une forme de dilution de la protéine qui se fait quand même. Alors si on en vient maintenant aux résultats des inscriptions 2021, on est sur un cru qui est quand même beaucoup plus réduit par rapport à 2020. On revient un peu sur un historique avec très peu d'inscriptions au cours des années. En fait, la seule nouveauté, c'est RGT qui dure, mais ce n'est pas une variété qui va forcément être poursuivie, donc je ne vais pas m'étendre sur cette variété. On verra dans les années suivantes. Et on a eu surtout RGT Belle Allure qui a été réinscrite sur la zone nord cette fois-ci, avec des résultats qui confirment ceux de l'inscription 2020. On voit un excellent niveau de rendement supérieur à envergure et puis toujours un taux de protéines un petit peu plus réduit. Alors maintenant, on va se focaliser sur les résultats qui nous intéressent le plus, c'est nos résultats locaux, donc région centre, donc toujours teneur en protéines en fonction du rendement. Et ce que l'on peut constater, c'est toujours de bonnes performances d'envergure et de voilure, hein, toujours très stable d'une année à l'autre. Et parmi les variétés qui sont en bleu, les nouveautés, ça se confirme, hein, RGT Belle Allure en 2021, donc l'année 2021, ressortait très bien en termes de rendement et c'est plutôt bien tenu en teneur en protéines. RGT Capsure également a eu de bonnes performances. Et les 2 autres nouveautés, Canaillou et Soissure, sont également intéressantes, on va dire, en termes de rendement, plutôt dans la moyenne, mais ont montré une dilution de la protéine un petit peu plus forte. Et puis pour faire le parallèle quand même avec les références, on peut noter aussi que certaines variétés assez anciennes comme Carrure se tiennent toujours et apportent une forme de diversité intéressante, notamment sur des semis précoces. Hein, quand on parle de Carrure, ça reste une référence sur des dates de semis autour de la mi-octobre jusqu'à fin octobre. Alors on avait les résultats aussi d'un mélange, un mélange qui était composé d'envergure, Miradou, RGT voilure. Alors plus concrètement, sur notre secteur, le mélange qui est le plus fait, c'est le mélange en fait de voilure et d'envergure. Alors en solo, envergure est plus utilisé que voilure. Néanmoins, on connaît tous le défaut d'envergure, c'est sa tolérance à l'averse. On l'a encore très bien vu cette année avec des soucis parfois très importants. On sait que voilure, c'est son point fort et l'effet tuteur qu'on recherchait dans ce mélange se confirme en pleine. Très difficile de bannir complètement le risque verse, mais l'ajout dans le mélange de voilure pallie quand même beaucoup au risque que peut engendrer envergure. Alors si on reprend maintenant les essais pluriannuels, et c'est cela vraiment qui apporte de l'importance, parce que d'une année à l'autre, on a toujours une forme d'hétérogénéité. Donc on voit là finalement les courbes de dilution des protéines. On a en fait la quantité de protéines à l'hectare de chaque variété, et on voit qu'une variété, si on se focalise sur les nouveautés, une variété comme RGT Belle Allure est l'une des plus intéressantes. Elle n'a pas à rougir par rapport à envergure ou voilure. Il faudra quand même faire très attention avec cette variété lorsqu'on exprime son potentiel. C'est vraiment là qu'on peut avoir un risque de baisse forcément du taux de protéines. RGT Capsure est également intéressante. Canaillou et Soissure sont un petit peu plus en retrait sur l'équilibre comme on a pu le voir à l'instant. Néanmoins, on sent que Canaillou a aussi peut aller chercher des hauts potentiels. On a un petit peu plus de variabilité, mais on est capable avec cette variété d'aller chercher de très hauts potentiels proches d'un envergure.
Alors si maintenant on se focalise un peu plus sur les caractéristiques variétales sans trop s'étendre. Donc on a RGT Sois Sûr, le gros point fort de cette variété, un peu dans la continuité de voilure, c'est la tolérance à l'averse qui est excellente avec cette variété. On est encore mieux que voilure et on garde toutes les bonnes composantes sur la tolérance aux maladies. On l'a vu, son rendement est un peu plus limité et sa teneur en protéines peut être assez faible. C'est un peu la limite de cette variété. En revanche, au niveau agronomique, c'est une variété qui est plus que correcte. Ça pourrait être une référence au niveau agronomique. Canaillou, c'est également une variété qui retient notre attention. Elle a un gros potentiel de rendement. Elle a également de très bonnes composantes agronomiques, notamment la tolérance aux maladies. Au niveau de l'averse, c'est une variété qu'on peut voir quand même verser. On n'est pas au niveau d'envergure, loin de là. On va plutôt se situer entre un voilure et un envergure en plaine, en moyenne. Sinon, au niveau qualitatif, on a plutôt un bon PS. On sait que ça a été abordé lors des présentations précédentes. Il y a un lien entre la teneur en protéines et le mitadinage. On sait qu'il faut faire attention avec cette variété sur la gestion de la fertilisation azotée pour ne pas prendre trop de risques au niveau du mitadinage. Ensuite, on arrive sur RGT Belle-Allure, c'est la grande quand même nouveauté de l'année. Alors surtout sur une approche équilibre entre rendement et aspect qualitatif. On a un PS qui est plutôt bon, on a un compromis rendement protéines qui est plutôt pas mal non plus. Bon, au niveau agronomique, c'est pas la variété qui se détache le plus du lot, même si elle reste largement correcte. On est très bien en septoriose. En rouille jaune, on peut en voir un petit peu, mais globalement, c'est plutôt correct. En verse, ça se rapproche quand même beaucoup d'un canaillou. C'est une variété qui peut verser, mais là aussi, on est quand même avec un meilleur comportement qu'envergure. Et enfin, la dernière, donc c'est RGT Capsure, qui est une variété très intéressante au niveau qualitatif, notamment son PS qui est très bien, et puis son compromis rendement protéine qui est également très intéressant. Alors, elle a un défaut quand même au niveau agronomique, c'est sa tolérance à l'averse qui n'est pas exceptionnelle du tout. Et après, au niveau des maladies, c'est plutôt correct. Donc, pour conclure en fait sur l'approche variétale, on surfe encore sur le flux de 2020. Ce sera très difficile de laisser tomber des variétés comme envergure ou voilure. Mais on avait trop peu de diversité dans nos assolements en termes de variétés et il ne faut jamais mettre ses œufs dans le même panier. Donc on a quelques variétés qui vont nous permettre de répartir un peu les niveaux de risque de manière intéressante. Alors évidemment, je vais remercier les uns les autres tous nos intervenants qui se sont prêtés à ce jeu, pas forcément très simple. Remercier les équipes d'Arvalis aussi, Aurélie et Mathilde qui nous ont accompagnés cet après-midi. Hop, voilà, comme ça c'est vachement mieux. Même s'il y a un super contre-jour. Ah, voilà, allez. Et puis je vais profiter des 2-3 dernières minutes qui me restent pour quand même vous faire part d'un message. Vous avez vu que cette filière blé dur, elle bouge, elle évolue. Il y a du travail qui se fait en amont comme en aval, tout le travail qui est fait avec notamment les transformateurs, mais aussi les intermédiaires que sont les organismes stockeurs. Il est hyper important. Au sein de notre comité technique Arvalis, nous avons l'habitude de nous réunir entre techniciens. Et je trouve que là aussi, il y a de l'intérêt. Ça démontre toute la dynamique qu'il y a autour du blé dur, dynamique qui doit perdurer et qui sera un élément fort au vu du contexte, mais aussi de tout ce qui nous attend, tous les challenges qui nous attendent, que ce soit le changement climatique, Jérôme l'a évoqué, mais aussi les habitudes alimentaires qui évoluent, etc., etc. Il y a un vrai travail de lien qui se fait avec l'ensemble de tous ces intermédiaires, de tous ces maillons de filière qui est essentiel pour que le blé dur reste à tous les échelons quelque chose d'attractif. Vous l'avez vu, sur le marché, nous avons besoin de ce blé dur, nous avons besoin notamment de ce blé dur made in France, qui a quand même pas mal d'atouts, même si parfois il pose question. Il a quand même des atouts, des intérêts incontournables. Et sur ce, nous devons, nous agriculteurs, nous positionner dans cette dynamique et voir que cette espèce qui est
et qui doit rester économiquement attractif, doit demeurer au sein de nos exploitations et nous devons leur donner et assurer une certaine pérennité. À titre d'information, et pour pas forcément dévoiler tous les travaux et tout ce qui sera annoncé à la journée filière de La Rochelle au 1er février, le blé dur est entré dans la loi Egalim au même titre que le riz. Et en l'occurrence, il y a un travail qui va se faire pour voir comment on impulse certains indicateurs pour pouvoir trouver de la valeur ajoutée et en tout cas permettre aux différents échelons de la filière, à chaque fois qu'il y a une évolution de marché, à chaque fois qu'il y a une évolution de hausse du coût des charges, de pouvoir les impacter, les impulser sur l'ensemble des maillons et pouvoir travailler des évolutions de prix, je dirais, un peu plus confortables et de façon un peu plus encadrée, notamment avec la dernière partie, le dernier élément qui est la distribution, qui est un élément pas simple avec lequel il n'est pas toujours très simple de travailler, sachant que derrière, juste derrière, il y a le consommateur. Et vous l'entendez bien évidemment, le consommateur qui de temps en temps regarde un petit peu son porte-monnaie sur ces échelons de consommation. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle saison 2022. Je pense que ça va bien se passer. Il faut partir comme ça, il faut être optimiste. Et puis, on va réaliser une superbe moisson avec des prix sympathiques, n'est-ce pas, Vincent ? Et finalement, je vous donne rendez-vous maintenant. Alors, on est en 2022, on sera en 2024 pour une prochaine réunion. Et pour le coup, là aussi, on se verra en physique. On aura le temps de boire un café, le temps de boire un coup. Ce sera nettement plus agréable que derrière son écran. Voilà. Merci à toutes et tous. Et puis, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.